Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Avez-vous déjà pensé à partir 1 an à l'autre bout du monde pour voyager, découvrir une nouvelle culture, faire l'expérience de la van life, travailler sur place et s'émerveiller des paysages ? Céline et Guillaume, en couple depuis plus de 10 ans, l'ont fait. Ils ont quitté travail, amis et famille pour se rendre en Australie et vivre des moments inoubliables. Et pour rentrer, ils ont choisi de prendre le train, de traverser plusieurs pays, de prendre le temps pour allier plaisir et écologie. Dans cet épisode, ils nous partagent ce qui les a poussés à partir, ce qui les a émerveillés, ce qui les a challengés aussi, et surtout comment ce voyage d'1 an les a transformés. Vous écoutez l'épisode 77 d'Akibapla Podcast, c'est parti pour un beau voyage. Oh, et avant de commencer, vous êtes nombreux et nombreuses à écouter le podcast sans vous abonner ou laisser une note. Alors si vous voulez que je continue à sillonner l'Occitanie avec mon micro, comme je le fais depuis 2023, pour vous offrir des interviews toujours plus authentiques, pensez à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci beaucoup. Céline et Guillaume, bonjour. Alors vous êtes en couple depuis plus de 10 ans et vous avez fait le choix il y a 1 an et demi de partir pendant 1 an tous les deux en Australie. Moi j'aimerais savoir ce qui vous a motivé dans le choix de ce voyage. Est-ce que vous cherchiez finalement quelque chose en partant 1 an ou pas du tout, c'était vraiment l'aventure et vous avez dit bon ben let's go, on y va et on sait pas trop pourquoi on fait ça et ce qu'on recherche. Eh bien, c'était mon rêve. C'était un rêve d'adolescente et ça fait longtemps qu'on est ensemble. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de le concrétiser au bout d'autant d'années, tous les 2. Et du coup, on a décidé de partir, de mettre des économies, de côté et d'y aller. Et puis c'était intéressant de se dire aussi d'avoir 1 an où on peut en profiter pour faire ce qui nous plaît. Une fois sur place ou même avant, comment vous avez fait pour organiser votre voyage ? Est-ce que vous aviez planifié des choses à visiter ou pas ? Est-ce que c'était un peu au feeling ? Enfin voilà, comment vous avez fait pour vous organiser ? Parce que c'est souvent la question qui revient en fait quand des gens partent en voyage. Pour les gens qui restent et qui n'ont pas forcément l'habitude de partir, ils se demandent toujours comment on fait ? Est-ce qu'on passe par un tour opérateur ou pas ? Est-ce qu'on organise ça soi-même ? Comment vous vous êtes organisés ? Nous, on préfère plutôt organiser les choses nous-mêmes. On a listé les immanquables qu'on voulait vraiment voir là-bas en Australie. Et puis, on peut pas non plus organiser sa vie pendant 1 an à l'avance. Donc, ça s'est aussi fait au fur et à mesure, en fonction des étapes qu'on faisait et des choses qui nous plaisaient de voir. C'est ça. On s'était dit qu'on voulait voir Sydney, l'opéra parce que c'est vraiment emblématique, voir la Grande Barrière de Corail et aller dans le Red Center voir Uluru, qui est aussi appelé Ayers Rock. Et on avait quand même comme projet d'acheter un van, d'éventuellement le rénover. Ça nous coûterait peut-être un poil moins cher. Et après de partir avec le van explorer l'Australie. Donc vous aviez un peu les grandes étapes, on va dire, et quelques coins à visiter, mais finalement après ça a été assez libre. C'est ça. Et on voulait aussi se laisser la possibilité de travailler sur place pour si jamais on avait l'envie d'y retourner. On s'était renseigné, c'était 3 mois de travail pour pouvoir renouveler un visa, le Working Holiday Visa. D'accord, OK. Donc en fait, si vous faites 3 mois sur place en Australie à travailler, vous pouvez renouveler le visa pour revenir, c'est ça ? C'est ça, et c'est pas obligé que ce soit consécutif. Donc du coup, c'était bien de se dire qu'on était là pendant 1 an, parce qu'on pouvait travailler quand on le voulait, en fonction bien sûr de ce qu'on allait trouver, mais ça a été plutôt facile pour nous. On est arrivés dans une période où il y avait pas énormément de demandes, et puis on est arrivés en hiver, et on a décidé une fois sur place de bouger en fonction de la météo, parce que ça reste quand même très grand. Et donc si on descendait sur Melbourne, il faisait beaucoup plus froid que si on montait dans le Queensland. Donc on a décidé d'aller dans ce sens-là, donc vers le nord. Et on est arrivé pendant la période des baleines. Donc c'était génial, on suivait en fait les baleines et c'était incroyable.
Et l'autre question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous avez décidé de partir 1 an? Est-ce que c'est parce que c'était la durée du visa sur place ou pas forcément? C'était, la durée du visa sur place, oui, et puis c'était aussi, la durée de mon année sabbatique pour moi. Céline, elle avait pas ce problème, elle avait quitté son Ah oui. travail. Mais, moi je devais y retourner et du coup j'avais une date butoir. Et Céline, justement, le fait de quitter ton travail pour partir comme ça à l'aventure pendant 1 an, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ah ben, un gros sentiment de liberté. Vraiment, j'avais l'impression c'est fou, je le souhaite à tout le monde de réaliser des rêves parce que on se sent pousser des ailes et c'est tellement, j'ai tellement eu de gratitude à plein de moments de mon voyage. Il y a plein de fois où je pleurais de joie, face à des, à des animaux ou face à des monuments que je pouvais voir, des moments qu'on pouvait vivre. Alors que pourtant j'adorais, hein, mon travail, mais c'est vrai que c'était tellement ancré en moi que ça devenait, nécessaire de partir. Et je me suis dit: «Bah, là, je vais pas attendre plus longtemps». On en avait déjà parlé, j'avais été transparente avec Guillaume dès le début de notre relation et à chaque fois, il me disait d'attendre et là, je lui ai dit: «Bon, écoute, j'ai 30 ans maintenant, il est peut-être temps». Et je pense que c'est aussi un âge où on concrétise pas mal de choses. Alors justement, vous avez parlé un petit peu le fait d'acheter un van et cetera. La question que je pense beaucoup de personnes vont se poser, mais c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour financer leur voyage, pendant 1 an? Parce qu'on se doute que l'Australie, c'est quand même, un pays quand même, qui doit être assez onéreux peut-être? Donc comment vous avez fait pour financer votre voyage? Vous nous avez dit aussi que vous avez travaillé un peu sur place. Voilà, comment ça s'est, passé? Et ben, en fait, on avait mis des économies de côté avant de partir. Ça nous a permis déjà en arrivant d'être, beaucoup plus serein. On a vu des gens qui arrivaient avec, 3 fois rien et qui, c'était très compliqué pour eux et ces économies, ça nous a permis justement d'acheter le véhicule au début et ensuite en travaillant, on a aussi gagné un peu plus d'argent qui nous ont permis de terminer, de financer la suite. Mmh. Oui, bien, en soi, ça dépend du projet de chacun, mais je pense que c'est quand même sécurisant d'arriver avec, un minimum et parce que ça laisse une certaine liberté et d'être plus serein. C'est vrai que ça peut créer des tensions si tu viens à manquer d'argent et si tu trouves pas un job, directement, bah, tu peux être contraint de rentrer plus tôt et donc du coup, tu auras pas vécu une très belle expérience. Donc quand même, moi, je recommande aux personnes d'y penser. Est-ce que, finalement l'Australie, on peut dire qu'en termes de prix, dans la vie courante, pour s'acheter à manger et cetera, c'est un peu comme en France? Ou est-ce que c'est plus cher ou moins cher? Alors, on a un peu entendu les 2. Nous, on vient de région parisienne, donc du coup, ça ne nous a pas semblé flagrant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font la conversion entre, 40 c'est égal à 40 €, ce qui est pas du tout vrai parce que c'est l'équivalent peut-être de 20 €. Alors je sais pas après si ça a augmenté, hein, entre-temps, mais j'ai pas trouvé que c'était plus onéreux qu'en région parisienne, mais il y a beaucoup de personnes qui le trouvaient. Ça dépend, ta manière de consommer aussi, et ce que tu privilégies. Et puis des activités que tu peux faire aussi. Mmh. Sur place, tu peux faire, aller au restaurant souvent ou au contraire te faire, tes plats toi-même et du coup, même si le coût de la vie est similaire en France, ça peut être quand même, moins cher de vivre là-bas un peu plus simplement. Oui et puis là, j'imagine que l'idée du van, c'était aussi d'économiser sur l'hébergement? Ah oui, 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 complètement et puis de se laisser aussi la possibilité de pouvoir bouger et dormir où on voulait, même si on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'endroits qui étaient interdits et moi, ce que je recommanderais, aux personnes qui nous écoutent, c'est peut-être d'acheter, un véhicule utilitaire qui, du coup, va pouvoir se fondre plus facilement dans la masse plutôt qu'un van avec plein d'autocollants, par exemple, qui fait vraiment, travelers. Donc comme ça, on peut quand même facilement se garer n'importe où en étant discret. Nous, c'est ce qu'on faisait. On allait, se doucher. Il y a pas mal de douches publiques, de toilettes publiques. Ça aussi, c'était, vraiment bien et on s'y attendait pas à pouvoir trouver ça aussi facilement. Il y a, comment on appelle ça? Des, leisure center, ça s'appelait? Où il y avait une piscine, où il y Oui. avait un sauna, où finalement, à des moments, tu y vas, tu leur dis que c'est juste pour une douche et tu peux y aller gratuitement. Et il y a ce qu'on appelle des barbies, donc des barbecues à disposition où tu peux faire ton repas. Donc on faisait ça, on prenait notre douche, on faisait notre repas et puis ensuite hop, on pliait tout, on rentrait dans notre van
et on allait se garer dans une rue. Donc, il y a moyen quand même de faire pas mal d'économies et de pas payer des campings. Mais c'est vrai qu'on pensait que ça serait beaucoup plus simple Mmh. de Ça reste quand pouvoir. même très contrôlé. C'est Et ça. il y a beaucoup de gens qui nous disaient qu'ils s'étaient fait réveiller la nuit par des Mmh. rangers parce qu'ils dormaient à un endroit où finalement c'était interdit. C'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir un véhicule qui se fond dans la masse, qui est utilitaire. Nous, on s'est jamais fait Mm. contrôler ou on n'a jamais eu de soucis. Vous êtes jamais fait réveiller par des rangers dans la nuit? Et alors comment ça se passe la vie en van à 2? Et ben, ça dépend des jours, mais ça se passe quand même plutôt bien. Enfin, j'ai trouvé. Ouais, Je sais pas toi ce que t'en as pensé, ça se trouve c'est pas partagé. ça se passe plutôt bien parce qu'aussi on est sur une période où on a quand même Mmh. beaucoup de temps et on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est une période un peu positive, quoi. Et Oui, le petit point à prendre en compte, bah, c'est que si on a envie d'aller à un endroit, on y va avec la maison avec nous. Du coup, il faut que l'autre soit aussi partant ou qu'on puisse s'arranger pour mmh, trouver un compromis. c'est ça, on apprend à faire des compromis, c'est ce que j'allais dire. Parce que, Guillaume et moi, on avait l'habitude de faire pas mal d'activités chacun de notre côté. On a toujours eu cette indépendance dans notre relation et le fait de se retrouver, bah, à 100 du temps ensemble, ça peut ne pas être évident tout le temps. Mais du coup, bah, Guillaume, quand il allait grimper, moi j'allais courir, donc on trouvait des compromis et puis on alternait, de façon à ce que ça fasse plaisir à chacun. Et voilà, c'était non, c'était bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé et on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux, que ça soit en termes de, bah, d'espace ou même, en termes de matériel. Et puis là, il y a aussi cette idée d'être le plus possible en extérieur, j'imagine aussi? Complètement. Bah, du coup, on était tout le temps dehors. On rentrait dans le van juste pour dormir et on a eu de la chance, on a eu quand même principalement du beau temps, excepté quand on est arrivé à Sydney où là, on a eu quelques jours de pluie, mais on a eu quand même de la chance parce que ça nous a permis de, bah, d'aménager le van. Comme il le disait Guillaume, c'était un van semi-aménagé. Donc il y avait juste une structure pour mettre le lit, également un placard, un oui, c'est ça, un meuble avec des placards et donc il a fallu faire, bah, toute l'isolation, et un peu plus l'aménager. Donc on a mis ce temps à profit quand il a plu, pour avancer dans le van. Donc on a eu quand même plutôt de la chance qui a fait qu'on a pu aller à l'extérieur pas mal. Et alors pendant 1 an, j'imagine que vous avez vu énormément de choses. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé, dans ce voyage? Il y a quand même le centre de l'Australie, moi que j'en garde un très bon souvenir. C'est ce qui ressemble le plus à l'idée de ce qu'on se fait de l'Australie. Et puis on n'est pas resté tout le temps en Australie. On a ensuite été, on en parlera peut-être après. On a été en Chine notamment et voir la Grande Muraille de Chine aussi. C'était quand même, c'était magnifique Mmh. comme moment. Ouais, c'était magnifique. Bah, moi, c'est un peu différent, même si on se rejoint quand même, sur pas mal de choses. Mais j'ai un avis qui est biaisé parce que c'était mon rêve, donc j'ai tout trouvé merveilleux. Ça a été Sydney, l'opéra. L'opéra, vraiment, ça m'a fait quelque chose. Les kangourous, forcément. La grande barrière de corail, la survoler, mais aussi, partir 3 jours en voilier. Je pense que ça a été un des moments les plus mémorables parce qu'on a vu énormément d'animaux, voir des animaux, en fait, dans leur milieu naturel. Aussi régulièrement, je pense que c'est ce que je préfère quand je pars en voyage. Et après, bah oui, la Grande Muraille de Chine, et le Red Center, Uluru, c'est remarquable. C'est impressionnant, hein. Et est-ce que vous avez été bien accueillis par les locaux là-bas sur place? Alors oui, moi j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt sympathiques. Les personnes vont t'arrêter pour te parler, ce qui est pas commun ici en France, à part dans le sud de la France où on peut papoter au supermarché, mais par chez nous ça se fait moyennement. Et plutôt aidant, pas trop pressé, donc ouais, on a eu des bons rapports avec eux. Après, c'est assez compliqué parce qu'ils savent pas dire oui ou non, c'est toujours un entre-deux. Mais ça, on l'a appris sur le tard. Mmh. Et par exemple, on propose à quelqu'un d'aller boire un verre, il va te dire, «Bah, on verra», mais puis finalement, ça veut dire non. Donc on décode un peu, leur, enfin, Leur façon de faire, ouais. leur façon de Mmh. faire exactement. Et je reviens sur la muraille de Chine parce que ça m'a intriguée. Pourquoi vous avez décidé d'aller voir, la muraille de Chine, en particulier? D'Australie, Non. on a retrouvé la sœur de Céline en Thaïlande
On a du coup voyagé en avion pour aller en Thaïlande et depuis la Thaïlande, on avait cette idée de rentrer en France sans prendre l'avion et du coup pour rallier la Thaïlande à la France, il faut passer en Chine. OK, bon, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure de ce retour, qui est assez, extraordinaire, je trouve. Mais donc là, on a vu le côté un peu, voilà, les choses qui vous ont émerveillé, marqué. Est-ce qu'il y a eu aussi des moments difficiles dans votre voyage pendant un an? Bah, moi, j'ai un avis encore Mmh. biaisé, donc pas vraiment, j'ai Pas trouvé. tellement. Peut-être le retour, ce qui était difficile sur le retour dont on va parler, c'est on est rentré en train et il n'existe pas un billet de train qu'on peut prendre depuis, une ville de Thaïlande pour aller jusqu'à Paris et ça peut sembler un peu compliqué au premier abord et en fait en coupant tout ce trajet en petits morceaux qui sont faisables, on s'est rendu compte après que c'était Mmh. réalisable. Est-ce que vous diriez que ce voyage a changé quelque chose dans votre relation de couple, vu que ça faisait, longtemps que vous étiez ensemble avant de partir? Est-ce que ça a modifié ou changé des choses, entre vous? Bah, pour moi, oui. Oui, complètement, parce que j'ai trouvé que même si ça faisait longtemps qu'on était en couple, on a vraiment là appris à mieux se connaître. Là où je pensais déjà te connaître très bien, bah, finalement, je pense que je peux dire ça, j'ai appris, à connaître aussi, bah, ses parts d'ombre et à les aimer quand même et c'est peut-être un peu, gnangnan ce que je dis, mais c'est vrai parce que ça a pas toujours été facile de vivre au quotidien dans un aussi petit espace. Et du coup, bah, je trouve que ça nous a fait grandir, ça a fait grandir notre relation. C'est vrai. Donc là, si vous deviez repartir un an tous les 2, ça serait plutôt positif, Ah oui, Oui. oui et puis j'en ai vraiment Mmh. envie, de repartir. C'est trop grand pour pouvoir tout voir et c'est une superbe excellence que d'avoir un an pour soi, avec la personne qu'on aime. Alors, on va revenir maintenant sur le retour. Parce que justement, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, ce retour en train. Donc en fait, pour partir en Australie, vous êtes partis en avion de la France jusqu'en Mmh. Australie et le retour, en fait, vous avez décidé de le faire en train. Alors pourquoi ce choix? Et ben, parce que déjà on avait le temps de le faire, ça prend forcément plus de temps, que prendre un avion. Heu, Ensuite on trouvait que c'était aussi bien plus vivre une aventure, de faire ça que de rentrer en avion et d'être, un peu téléporté d'un point A à un point B. Et aussi parce que, l'avion c'est un des moyens de transport qui est les plus polluants au monde et qu'on avait l'opportunité de pouvoir faire différemment. C'est ça, ouais et on a des copains qui, étaient partis de France pour aller au Japon et qui ont fait une partie en train. Du coup, ça nous a aussi inspirés et c'est vrai que c'était mon idée de base d'aller en Australie, mon rêve et que Guillaume, il m'a suggéré ce retour et j'ai trouvé ça génial. Je lui ai dit: «Bah, allez, let's go». Vous avez fait combien de pays? Vous avez traversé combien de pays pour rentrer en France et ça vous a pris combien de temps? On n'a jamais trop compté Mmh. le nombre de pays. On le voyait vraiment comme un moyen de rentrer, tranquillement donc on n'était pas à la On recherche n'était pas de pressés et et puis on a pu s'arrêter, à plein d'endroits en fait sur le trajet et pouvoir profiter justement de l'endroit où on était, pouvoir visiter, voir ce qui nous plaisait et continuer ensuite le trajet, sans être trop fatigué. mais il y avait quand même une deadline parce que il fallait rentrer en Mmh. en juin. Donc on a passé à peu près une dizaine de jours par pays et on est passé, par la Thaïlande étant donné qu'on a rejoint ma sœur en Thaïlande qui était partie en vacances là-bas pour nous rejoindre aussi et puis ensuite, on a fait le Laos, la Chine, bah, la Mongolie, la Russie et puis quelques pays en Europe. Et est-ce que ça vous a donné envie d'aller visiter, plus en «profondeur» entre guillemets, certains des pays où vous êtes passés pendant, quelques jours? Bah, là, c'est sûr qu'on a eu qu'un aperçu et il y a des pays comme la Chine où on se rend compte que c'est vraiment immense et qu'il y a une toute autre culture et ça donne envie en effet de pouvoir, y revenir et il y a autre chose aussi qui peut donner envie, c'est simplement le fait de voyager en train. Ça nous a aussi donné envie de le refaire. On se rend compte que c'est un mode de transport qui est beaucoup plus, propice à visiter des choses et à garder des souvenirs par la suite. Et à rencontrer du monde parce que dans le transsibérien, on a pu rencontrer, des personnes Mmh. et c'était bien de pouvoir échanger avec eux,
Même si c'était pas toujours évident parce qu'on a rencontré un Russe qui parlait pas un mot d'anglais, mais il nous montrait des photos et on échangeait avec des gestes et on a réussi quand même à pouvoir, avoir une conversation ensemble donc c'était vraiment chouette. Donc il y a des moments où vous passiez plusieurs jours peut-être dans le même train, c'est ça? Ah oui! Je sais plus, le plus long qu'est-ce qu'on a On fait? a fait, je crois, jusqu'à 4 jours dans un train Mmh. pour aller du lac Baïkal en Russie qui est, assez à l'est jusqu'à Moscou qui est quand Mmh. même, presque, à l'ouest de la Russie. Mais oui, ça vaudrait le coup d'y retourner de façon à visiter un peu mieux certains pays, Mmh. la Russie, c'est immense, c'est beau et la Chine, comme tu l'as dit, c'est des paysans, c'est immense et il y a plein de trucs qu'on n'a pas vus. On aurait bien aimé sortir des terres. Là, vu qu'il fallait rentrer de manière assez directe, on est passé par des grandes villes, mais je suis sûre qu'il y a des petits patelins qui sont magnifiques. Et pour, justement réserver les billets de train, vous repérer et cetera, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé ça facile? Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Et ben, on s'est renseigné déjà pour savoir, à chaque fois à quelle destination il fallait qu'on aille, Mmh. parce qu'il y avait aussi une part d'inconnu, on savait pas par où passer pour pouvoir rentrer. On avait des idées dans les grandes lignes, des grandes lignes de train qu'il pouvait y avoir, mais pas forcément même de toutes les villes où on pouvait faire étape ou s'arrêter ou continuer. Et ça reste quand même assez maintenant automatisé avec internet, on peut prendre des billets sur des sites qui vont être différents de sites auxquels on a Mmh. l'habitude, mais qui fonctionnent un peu sur le même principe. Ou Mais aussi après on peut prendre un billet de train simplement au guichet, c'est ce qu'on a fait en Russie et on a été très bien conseillés par une, Russe qui nous expliquait notre billet de train en russe. oui, c'est vrai, c'est clair. Mais ça demandait pas non plus une très, très grosse organisation. Finalement, de nos jours avec, internet, on peut faire pas mal de choses. Et puis pour le coup, la russe, on était amenés à se parler avec un traducteur donc merci, Google Translate. Est-ce que pour traverser comme ça plusieurs pays, vous avez eu besoin de faire des visas ou pas? Oui, Ça dépend des pays. oui, Il y a on beaucoup de avait dû en pays, faire. où on n'a pas eu besoin et il y en Mmh. a où en effet, il faut absolument un visa. Mmh. Oui et puis on a dû bien se renseigner, pour traverser la Russie parce que c'est une période qui est compliquée depuis quelques années et là, on était en vigilance rouge et il était fortement déconseillé pour des Français de traverser, la Russie et en allant sur le site, on s'est rendu compte qu'on pouvait prendre un visa touriste. On s'est dit: «Bah, si on peut prendre un visa touriste, c'est qu'on peut y passer, donc allons-y, tentons l'expérience» et ça s'est bien fait, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de contrôles. Par contre, on s'y attendait étant donné qu'on avait nos amis qui étaient également passés par la Russie et qui nous avaient dit: «Attention, vous allez être, questionnés pendant une vingtaine de minutes ou 30 minutes en anglais, puis ensuite, il y aura la douane volante qui va passer, pour, du coup vérifier vos sacs à main, vos sacs à dos, puis ensuite il va y avoir quelqu'un qui va venir vérifier vos cartes d'identité donc il y avait quand même beaucoup de choses administratives sur lesquelles il fallait se renseigner parce que si on s'y attend pas, ça peut faire peur. Mais cela dit, ça s'est très, très bien passé, faut juste, se renseigner un minimum. Et là, tu évoquais le sac à dos et c'est d'ailleurs quelque chose dont on n'a pas encore parlé pour l'instant, et c'est quelque chose qui est important quand on prépare un voyage. Moi, je me souviens quand je suis partie, 6 mois au Japon, j'avais droit à juste un sac, donc je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac? Est-ce qu'il va être utile ou pas?» Et vous, comment vous avez fait pour, vous organiser pour, vos bagages, sur un an? Parce qu'en plus, vous êtes rentrés par plusieurs pays où c'était même pas forcément les mêmes températures que l'Australie, donc comment vous avez fait? On est parti en Australie avec, quelques habits, pour, les températures qu'il faisait. Il faisait plutôt doux, on avait quand même, une doudoune chacun et des habits. En Australie, on a pu aussi racheter des choses qui nous manquaient. Il y a beaucoup de magasins de seconde main et ça permet de pouvoir, s'habiller pour un voyage, pour pas cher. Mmh. Et en quittant l'Australie, on a dû faire du tri puisqu'on a finalement, accumulé un peu trop de vêtements Mmh. et Ce qui est quand assez dingue dans un van de se ouais, dire qu'on a accumulé quand même pas mal de vêtements. On peut! mmh et quand on voyage avec son sac à dos et ses affaires sur le dos, le plus important, c'est que ça soit pas trop lourd, quitte à remettre plusieurs fois la même tenue, moi, je trouve.
Mmh. Bah, j'ajouterais qu'on a toujours voyagé avec un sac à dos. On voyage, ça a dû nous arriver peut-être une fois avec une valise. Donc on avait cette habitude et c'est vrai que, ben, on est arrivé avec le minimum, je dirais, en Australie. C'était inattendu d'avoir des boutiques de seconde main et c'était vraiment génial de pouvoir, bah, faire des achats, qui à la fois nous coûtent moins cher et pour moi, c'est aussi un geste, pour la planète. Donc c'est faire d'une pierre deux coups et c'est vrai qu'après on a acheté au fur et à mesure, mais on s'attendait pas en arrivant en Australie qu'il fasse aussi froid. C'était la période, d'hiver et c'est vrai qu'il y a des moments, j'aurais préféré avoir pris un bonnet plutôt qu'un maillot de bain dans mon sac à dos. Donc bien se renseigner aussi en amont là-dessus, sur les températures qu'il peut faire parce que on se dit: «Bah, l'Australie, il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud». Non, c'est pas toujours le cas. Après votre voyage d'un an, donc vous avez quand même accumulé une certaine expérience du voyage sur la longue durée. Est-ce qu'il y a des conseils que vous aimeriez donner à une personne ou à un couple? Et je pense que c'est peut-être pas les mêmes conseils selon si la personne elle part seule ou si elle part à 2. Voilà, est-ce qu'il y a des conseils comme ça que vous aimeriez donner à une personne qui veut partir à l'autre bout du monde pendant un an? Moi, je dirais déjà de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, et de pas suivre, une mode. On peut penser, par exemple, que c'est à la mode d'aller, à Bali, quelque temps, mais il faut réfléchir à ce qu'on a envie vraiment et on peut passer peut-être un meilleur moment en s'écoutant un peu plus. Ah, ça serait le premier conseil et le deuxième, de se renseigner forcément et puis d'avoir un petit peu d'argent de côté, ça permet d'être beaucoup plus serein, sur, son voyage. Mmh. Et au-delà de l'argent, s'assurer que ça soit safe d'y aller parce qu'on peut voyager, seule en tant que femme et il y a des endroits où qui vont être un peu plus compliqués et oui, partir avec suffisamment d'économies de façon à pas se retrouver dans une situation, qui peut être, déplaisante et se renseigner sur, tout le côté administratif, les visas qu'il faut, les vaccins qu'il faut, hem aussi peut-être, les réseaux qui sont autorisés parce qu'en Chine, on s'est fait, surprendre. Il y avait, plein de réseaux qui étaient bloqués, ou, même, le GPS pour se déplacer, c'était pas la même chose. Pour payer, c'était pas non plus la enfin, c'était pas forcément toujours, ce à quoi on s'attendait. Donc ça peut être bien de se renseigner quand même en amont sur toutes ces choses-là. Et puis bien sûr la situation politique du pays. Comment ça se passe après le retour en France, quand ça fait un an qu'on est parti et qu'on avait comme ça une certaine liberté, comme tu disais Céline? Moi personnellement quand je suis retournée, je suis rentrée du Japon en France, même si c'était que 6 mois, je sais que j'ai eu un peu de mal à me réhabituer et à me dire: «Bon, bah, en fait, la fête est finie» entre guillemets, il va falloir reprendre une vie normale. Est-ce que enfin, comment vous, vous l'avez vécu? Tu me laisses commencer? Bah, c'était pas facile pour moi. Je pense que c'était différent pour Guillaume étant donné qu'il a repris un travail directement et comme tu le disais, on reprend une vie normale et il y a des personnes qui vont employer également ces termes. Sauf que pour moi, ma vie s'est pas arrêtée. Ça a été une année qui a continué et c'était pas juste un voyage et il y a un vrai fossé entre les personnes avec qui on va parler et nous, ce qu'on a vécu tous les 2. Je pense qu'elles peuvent pas le comprendre tant qu'elles l'ont pas fait. C'est pas du tout réducteur, ce que je dis là, mais je pense que c'est une vérité. On va nous en parler et nous en parler comme si c'était un voyage. On avait passé, 3 semaines, alors que c'est pas du tout le cas. Ça a été notre vie et on a fait plein de rencontres, on a rencontré plein de cultures, différentes et je trouve que ça nous a, nourris et du coup, on a un peu, ce sentiment de revenir un peu à la case départ, mais en ayant changé. Moi, j'ai eu cette impression quand même d'avoir évolué sur certaines choses. J'ai trouvé que ça pouvait créer des décalages avec mes envies d'avant, mes envies, maintenant et puis avec mon entourage aussi. Donc je pense qu'il y a une période de transition qui est pas toujours évidente et je pense que c'est dur aussi de se défaire de l'envie d'y retourner. En tout cas, moi, j'ai encore en tête, le fait que j'ai envie de repartir en voyage, alors peut-être que ça sera pas la même dans un an, mais là,
Là, ça me passe pas. C'est tellement grand, il y a tellement de choses à voir, et puis c'était une super belle expérience que de rentrer en train, je me suis rendu compte que c'était ça voyager finalement. C'est pas, faire un aller-retour en avion où on va rien retenir à part le repas qui aura pas été bon. Bah, toi, du coup, comment tu as vécu, c'était différent de moi? Bah oui, c'est vrai. Tu es rentrée, tu as repris un travail Oui, donc moi j'ai appris plus vite à un travail et du coup j'ai eu, un peu plus, la tête dedans et moins le temps d'y penser. mmh. Oh, tu l'as pas mal vécu en tout cas. Bah, je pense déjà que toi, tu te questionnes Ouais, moins en général et c'est vrai que ça t'a pas laissé le temps de cogiter à tout ça, tu t'es juste réadaptée, tu as repris oui. ta place, comme ça Mmh. et tu étais plutôt content, j'avais l'impression de Ouais. ça t'a pas trop frustré? Si, peut-être d'avoir moins de temps pour faire ce que tu Mmh. voulais. C'était quand même, quelque chose de pouvoir avoir un an où tu peux faire ce que tu veux. Je sais que je me suis mise à la peinture, je me suis mise à courir sérieusement, enfin c'est la peinture, ça me serait pas venu à l'esprit et puis là, ben, on se retrouvait à des moments, à la plage, Guillaume il allait grimper et moi j'avais pas envie de passer ma journée à la plage parce que j'aime pas ça et bah, du coup, bah, je peignais et c'était trop chouette. Et alors, dernière question pour, clôturer cet épisode, c'est quoi vos projets pour la suite? Parce qu'on a beaucoup entendu cette envie de repartir. Est-ce que là, vous avez, un projet de voyage ou pas du tout? Ou où est-ce que vous en êtes? Alors oui, moi je me ferme pas à l'idée, d'éventuellement repartir à un moment donné. Après on verra, bah, au fil des ans, si cette envie elle est toujours là. Mais, là à court terme, ça serait plus, des objectifs personnels, comme par exemple, faire un trail, au festival des Templiers, donc comme je disais, je me suis mis à courir pas mal quand j'étais en Australie et j'ai vraiment bien aimé ça. Et puis, je suis allée voir mes parents qui vivent à l'île de la Réunion et j'ai rencontré, une fille, j'ai fait la traversée à pied du coup de la Réunion et j'ai rencontré une fille avec qui on a fait un bout de trajet ensemble et elle a fait la transatlantique et ça m'a trop donné envie de la faire aussi et je pense que ça peut être une belle expérience et puis après, en projet, commun, peut-être, revivre cette expérience de partir à un endroit sans forcément prendre l'avion et prendre le temps, de voyager d'une manière différente. Donc que ce soit en bus, soit en train, c'était génial et pourquoi pas, bah, traverser un pays à vélo. Dans cette idée de voyage, est-ce que ça serait forcément de retourner en Australie? C'est ça qui vous plairait à vous? Est-ce que ça serait d'explorer d'autres pays ou les 2? Les 2 peuvent être intéressants. Ce qu'on a bien aimé aussi, c'est utiliser un peu un moyen de transport différent et qui laisse plus, de temps Mmh. ou, même des fois sur un voyage plus court, je sais qu'en Europe, on peut, voyager en train jusqu'en Turquie et ça pourrait être quelque chose qui est sympa à faire. Mmh. Ouais, on a bien aimé voyager en train et en soi, c'est pas vraiment la destination qui compte. C'est tout le chemin qu'on a parcouru, on a pu s'arrêter à plein d'endroits et c'est vrai que ça aurait été agréable de pouvoir y rester plus longtemps. C'était trop court, c'est un peu fou de dire ça, mais un an, ça passe, très, très vite. Donc si on repart, pourquoi pas faire ça, et après quand on arrivera à la destination, bah, voyager aussi, mais en véhicule, on trouvait ça pas mal ou on verra, on adaptera. C'est un peu dur à définir comme ça, mais ça serait chouette de refaire ça. Mais ça serait aussi totalement différent, ça serait pas la même chose. Pour toi, c'était pas comme un voyage, comme tu dis, de 3 semaines, mais je sais pas d'ailleurs si vous avez un terme pour ça, pour ce que vous avez vécu. Est-ce que tu dirais que c'était, comme tu disais, ta vie en fait, votre vie? Ou est-ce que tu parles d'autre chose pour, qualifier cette année-là? C'était la concrétisation d'un rêve et ça, je le souhaite à tout le monde. Faut suivre ses rêves et les rêves, ils sont faits pour les réaliser donc allez-y, foncez. Super, bah, c'est très bien pour clôturer, cet épisode. Merci beaucoup Céline et merci, Guillaume et puis on vous souhaite, bah, tout le meilleur, pour la suite et si, les auditeurs et auditrices ont des questions, bah, qu'ils n'hésitent pas et on leur répondra, avec grand plaisir. Carrément, bah, merci à toi. Merci à toi.
C'était Akiba Pla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.